Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on va faire le défi 500 km avec le Polestar 3 dans sa version double moteur longue autonomie avec les roues de 21 pouces. Pourquoi je mentionne les roues de 21 pouces? C'est que cette configuration exacte a une autonomie NRCan de 507 km. Ça va être un défi super intéressant. Ce véhicule-là nous propose une expérience luxueuse, sportive et super efficace. Restez avec nous. Allons-y. Préparation au départ du défi 500 km. Chargé à bloc. Itinéraire configuré. Donc, encore une fois, je vous rappelle, comme d'habitude, on quitte l'île de Montréal. Autoroute 30, on contourne. On va prendre l'autoroute 20 vers Québec. Point de jalonnement 1, pas une borne de recharge. Habituellement, seul l'est, mais là, on semble avoir assez d'autonomie pour seulement passer go, comme on dit. Et Saint-Louis de Blandford comme premier arrêt de recharge. Là, j'ai pointé. Donc, j'ai mis le superchargeur, mais en réalité, je vais arrêter à la station que je souhaite dans ce site-là. Puis, ça dit qu'on va arriver à 18 %. On verra bien. Sinon, climatisation 21. Et la dernière petite chose, mettre le optimisateur d'autonomie qui nous a donné 20 km là, de plus. Mais lorsqu'on regarde là, la consommation en roulant depuis que j'ai le véhicule, 20,6. C'est plus élevé que ça parce qu'on regarde mes totalisateurs. 23,4 en réalité avec toute là, la marche à l'arrêt que j'ai faite. Donc, on va réinitialiser celle-là. Vous allez le voir en live. Réinitialiser. Toink! Puis, dans le fond, là, il est 5h47. On va partir à 5h50. Conditions atmosphériques, vent faible, 25 degrés Celsius aujourd'hui. L'humidex va être assez élevé. Donc, l'air va être dense. Je crois, mais oui, c'est peut-être c'est quelque chose qui est intelligent de dire. Et la pression des pneus contrôlée. Donc, 5h50, on se met en route. Km de parcouru dans le Polestar 3. On va juste passer au travers des premières statistiques. Donc, après 100 km, consommation 21,2, ce qui est 4 kWh par 100 km de moins que la cote NRCan. Puis là, je vous rappelle la cote, 507 km d'autonomie dans la configuration que nous avons, avec une consommation sur l'autoroute de 25,3, 21 quelque chose en ville et 23 kWh par 100 km combiné. Donc, c'est très bon avec cette batterie de 111 kWh. Aussi, on a passé le point de jalonnement là, de 100 km odomètre. Le véhicule sous-rapporte la distance de 1 %. Pourcentage de batterie actuelle, 80 %, 400 km affichés au compteur. Et puis, dans le fond, on a 100 km de parcouru. Fait que là, en ce moment, ça affiche 500 km total. Mais j'ai utilisé le planificateur de trajet, voir si je pouvais extensionner le trajet là, avant de recharger plus loin. Drummondville ou Saint-Hyacinthe en retournant vers Montréal, puis ça ajoute un arrêt de recharge supplémentaire. Là. Donc, c'est pas encore sûr si on peut faire ça, donc on va garder notre trajet actuel. Ce qui m'amène au brefage technique du véhicule, donc le Polestar 2. J'espère que j'ai pas dit le Polestar 2 depuis le début. Mais ouais. Polestar 3, la configuration que nous avons, là, c'est double moteur, longue autonomie sur des roues de 21 pouces. Donc, il y a plein de configurations, mais ça, c'est comme la configuration populaire. 507 km d'autonomie, une batterie de 111 kWh, des modules prismatiques CATL, puis la chimie, c'est NMC, là, nickel, manganèse, cobalt. Là, c'est assez traditionnel. Puis le voltage nominal de batterie, 370, 390 volts, ça dépend un peu. Donc ça veut dire que pour aller chercher là, la puissance là, de 200 kW en pointe de recharge rapide que Polestar annonce, ben, là, ça vous prend un peu plus que 500 ampères. Donc, sur un superchargeur Tesla, vous allez probablement pouvoir aller chercher la puissance en pointe, mais sur une borne de 350 kW, on va probablement plus aller chercher un peu en bas, là, 180. Mais bon, ça, c'est la vie. Puis c'est un véhicule que le planificateur de trajet là, vous navigue vers les superchargeurs Tesla. Évidemment, ça vous prend un adaptateur CCS-NACS. Sinon, ce véhicule-là aussi, on a une suspension à l'air. Puis on peut l'ajuster, ça permet là, de changer l'agrément de conduite.
Puis évidemment, siège massant, qualité irréprochable. C'est un véhicule très intéressant à date, ce que je vois là, après une semaine de conduire ce véhicule-là. C'est comme un mélange d'un Volvo EX90, qui est son cousin frère, parce que c'est la même plateforme, même batterie, même motorisation, et un Porsche Macan EV, que là vous allez dire, Alexandre, tu ne l'as pas conduit, je sais. Mais après avoir parlé longuement à Gabriel du Porsche Macan EV, là, je vois que ce véhicule-là et le Porsche Macan EV, c'est deux véhicules avec une vocation similaire. VUS 2 rangées, luxueux, commençant au-delà de 100 000 $ canadiens. À 8h06, on approche le point de retournement, donc dans genre moins de 4 km. Statistiques, donc depuis qu'on est parti de Montréal, 243,3 km parcourus, 21,6 la consommation, kWh par 100 km, donc c'est encore excellent. Vitesse moyenne, là, on est autour de 107 km/h, donc ça se passe bien. Là, devinez le statut de charge, on est à 51 %, 240 km restants affichés. Donc, quand on regarde ça, c'est pas mal du 460, c'est ça, hein? 240, 244, c'est pas mal du 480 km. C'est très bon. C'est très rare qu'on réussisse à se rendre à Québec avec moins de 50 %. On vient tout juste de passer à 49 % de statut de charge, 230 km d'autonomie restante affichée. Trajet depuis qu'on a quitté Montréal, 258,7 km. Consommation, 21,5 kWh par 100 km. Vraiment en deçà de la cote Enercan, c'est très bien. Et on est déjà en direction ouest vers Montréal. Donc, on a déjà passé le point de retournement avec plus de 50 %. Là, on avait 52 % de batterie lorsqu'on est passé par là. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment bon. En ce moment, là, si on prend l'autonomie affichée plus le trajet en cours, donc 230 plus 260, donc ça fait 490 km d'autonomie. Je rappelle que c'est 507 la cote Enercan, ce véhicule-là. Très bon. Donc là, on va aller se recharger à Saint-Hyacinthe, station Electrify Canada. C'est là qu'on s'est rechargé avec le EV6. On va arriver là à 12 %, donc tout va bien. Puis aussi, ce que je veux vous dire, c'est que là, je vais arrêter de prendre une pause probablement à Saint-Apollinaire parce qu'à un moment donné, moi, ma machine humaine ne peut pas faire cette distance-là sans s'arrêter. Mais je vais m'assurer là, de la déduction de temps que je vais faire va être la plus précise et la plus honnête possible par rapport à ça. Puis ensuite, tout ce qui reste à vous dire, c'est que pour les prochains 168 km que j'ai à parcourir, bien, je vais vous laisser avec Alexandre du futur pour faire plus le tour là, du propriétaire là, du Polestar 3, le véhicule que j'ai beaucoup apprécié. Donc, on se revoit là, à Saint-Hyacinthe là, après que je vous ai décrit le véhicule. Faisons maintenant le tour du propriétaire du Polestar 3 pendant que je conduis vers la station de recharge. Qu'est-ce que c'est le Polestar 3? Comme je vous ai dit à l'introduction du vidéo, c'est un VUS intermédiaire de luxe. Hein? Je vous rappelle, c'est un véhicule qui commence à 96 000 $ canadiens. Donc, c'est assez onéreux. Ça se compare pas mal au Porsche Macan EV, qui sont à peu près dans les mêmes gabarits. Ce que j'aime beaucoup du Polestar 3, c'est vraiment, on est allé chercher avec la grille à l'avant le look typique Polestar qui a commencé avec le Polestar 2. Puis tu sais, le Polestar 2, c'est un bon véhicule, mais à la fin, c'est un peu limité parce que c'est comme une sorte de berline basée sur le XC40 électrique et autres plateformes compactes Volvo. Mais il y a des éléments super intéressants ici sur le Polestar 3. Vous avez une caméra à l'avant pour la caméra 360. Puis vous avez même, là, on voit littéralement un élément chauffant là, pour le radar, pour le système de conduite assistée. Et aussi, si vous regardez bien, ma caméraman peut s'approcher, là, vous avez ici à l'avant, dans le grille, il y a une fente. Essentiellement, là, mettons, on va vulgariser au maximum. Ça permet aussi de réduire un peu l'air frontal. Et là, l'air peut passer dans le capot qui a été moulé d'une façon où est-ce que ça peut amener l'air le plus proche possible du pare-brise,
et évidemment améliorer le coefficient de traînée. Donc ça, c'est vraiment une touche là, où Polestar, Volvo, Geely, là, toutes les compagnies de ce groupe automobile-là ont travaillé très fort sur l'aérodynamique de ce véhicule-là. Il s'apparaît, puis on a un élément similaire à l'arrière. Je vous le montrerai. Tout véhicule électrique premium qui se respecte a un frunk, et c'est le cas dans le Polestar 3. Et là, c'est un petit peu particulier comment on ouvre le frunk, parce que naturellement, un humain va arriver et va dire... Puis là, c'est un peu difficile avec nos doigts parce qu'on est comme dans la fente aérodynamique. Et c'est là que le loquet pour ouvrir le capot a été mis ici là, lorsque le capot s'ouvre. Et ce qu'on voit ici, c'est un trou pour la mécanique. Mais nous avons quand même un frunk de bonne dimension. Puis évidemment, la climatisation vient de démarrer pendant que je fais ça. Ce que je trouve désolant, c'est que je pense qu'ils n'ont pas été capables d'ajouter un bouton pour ouvrir le capot en urgence. Donc, ils sont obligés de mettre un diviseur ici qui réduit significativement l'espace. Parce que si ce diviseur n'était pas là, ou si vous enlevez le diviseur, bien, vous avez beaucoup plus d'espace. Vous pourriez mettre un sac mou, là, grosseur de cabine. Et sinon, sous ce frunk, bien, on a le liquide lave-glace ici et un accès pour le liquide de frein. Mais c'est assez simple ici. Côté accès à la mécanique, capot très léger en aluminium, par contre, fait à mentionner. Et on ferme ça comme ça. Maintenant, sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Des superbes roues de 21 pouces. C'est une voiture avec pas la même largeur de roue avant-arrière, donc 265/45 R21 à l'avant, en Michelin. Excellent pneu, très silencieux. Puis à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a deux 95/40 R21. C'est une voiture de 489 chevaux, double moteur. Ça colle, c'est dynamique, on en reparlera dans l'essai routier. C'est quelque chose. Mais ça, c'est du gros pneu. Puis vous remarquerez aussi, je reviens à l'avant, les freins à l'avant sont immenses. Il y a du mordant. Comme je vous dis, c'est un véhicule qui est beaucoup plus axé sur la dynamique que sur le luxe, mais pourtant, c'est luxueux et confortable. C'est ça qui est le fun du Polestar 3. Ce qui est drôle avec les véhicules Polestar, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement de lettrage sur les véhicules autres que ces petits autocollants-là. Polestar 2, c'était la même chose. Donc là, on voit Polestar 3, 111 kWh, ça c'est la capacité brute, c'est 107 la capacité nette. 360 kW, 489 chevaux pour la puissance. On a évidemment notre accès au port de recharge, placé arrière côté conducteur. Et c'est assez simple, c'est un port CCS avec un petit couvert en plastique. Puissance de recharge en pointe, Polestar dit 200 kW. Dans le défi 500 km, je suis allé chercher 192. Évidemment, là, si j'avais continué dans la session de recharge, on aurait pu tendre vers 200. Et ce qui est intéressant, si le véhicule est branché sur un superchargeur Tesla, mais vous dépassez la limite d'ampérage de l'adaptateur, vous allez chercher 250 kW. Ça, c'est un peu bizarre, c'est pas mentionné. C'est parce que dans le fond, vous allez chercher genre 600 ampères. Évidemment, l'adaptateur est maximum 500 ampères, donc je ne vous recommande pas de faire ça, mais je veux juste vous dire que ça se fait. Sinon, à l'arrière de ce véhicule-là, qu'est-ce qu'on a? Bien là, c'est là qu'on va chercher des éléments Volvo. Parce que si vous êtes grand fan d'automobile comme moi, vous savez que les Volvo ont des signatures lumineuses particulières et aussi des éléments de design à l'arrière particuliers. Souvent, sur un Volvo, on va avoir cette partie-là illuminée. Ça fait un L des deux côtés, un L inversé. Évidemment, cette partie n'est pas illuminée, mais ça vient chercher l'élément là, que je vous parle de. Souvent, les Volvo là, ont une fin du véhicule cintrée, élargissent le côté de l'aile à l'arrière, puis on a une signature lumineuse là. À la fin, ce véhicule-là est sur la plateforme SPA2, qui est la suite de la plateforme qu'on a vu apparaître avec le nouveau XC90, le S90, S60, XC60, blablabla, tout ça. Le X90, qui est la version électrique du X90, est sur la même plateforme. Pour le marché américain, canadien, c'est un peu flou ici, ils sont assemblés dans la même usine en Caroline du Sud, sur la même plateforme, même batterie, même moteur. Et le prochain ES90, qui est la version berline du X90, est sur la même plateforme. Enfin, voyez-vous, c'est du partage de composants, puis à l'intérieur, là, ça va être flagrant. Pour ce qui est de l'espace cargo, c'est relativement généreux. Évidemment, ce n'est pas un véhicule 7 places, c'est un véhicule 5 places, 2 rangées. Mais on a un bon coffre, mais ce n'est pas le plus gros de l'univers. Vous voyez, j'ai mes sacs avec mes choses. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'on a un système là, où on peut, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, plier le sous-coffre, puis ça nous fait des crochets. Là, on a vu ça là, dans plusieurs véhicules Volvo, ou même les XC40. Puis c'est peut-être pas la version officielle, mais moi, j'ai réussi à aller cacher le cache-bagage de cette façon. Ça fonctionne très bien, ça ferme très bien. Le coffre, rien à dire. Patente aiguës intéressante, ce véhicule-là est équipé d'une suspension à l'air
Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrière, on a un bouton ici qui permet d'abaisser ou de relever le derrière du véhicule. Donc, si j'appuie dessus, très rapidement, on voit que le véhicule baisse la suspension arrière. À quoi ça sert? Ça permet de plus facilement entrer des objets lourds et encombrants à l'intérieur du véhicule. Donc ça, c'est très intéressant. Puis là, on a juste à réappuyer ici et la suspension rapidement remonte au niveau normal. Je vais baisser la deuxième rangée, vous montrer ce que ça donne. Donc, manivelle assez simple. Les appuis-têtes se replient automatiquement avec. C'est relativement plat, comme vous pouvez voir avec l'angle. L'ouverture est très grande, donc vélo, des boîtes de meubles, même certains matelas pourraient rentrer là. Est-ce que vous pouvez camper dans le véhicule? Je pense que oui, avec le toit en verre ici. J'ai pas vu dans les paramètres s'il y a un genre de mode camping. Donc là, est-ce que c'est viable, tout ça, je ne le sais pas. C'est pas comme les autres véhicules électriques. Mais d'un point de vue cargo, c'est très bien. Puis là, je vais m'asseoir et vous parler du confort. On s'assoit à la deuxième rangée. Le siège est ajusté là où moi je conduirais. Puis ce qui est impressionnant ici, c'est vraiment l'espace pour les jambes. C'est quand même un véhicule avec un long empattement. Puis il faut penser que sur la même plateforme, on a un véhicule 7 places, le EX90. Donc ça fait du sens. On peut mettre nos pieds sous le siège. Par contre, moi, ce que j'améliorerais, c'est l'angle du siège ici. J'aimerais ça l'avoir un peu plus haut, un peu plus moulant pour mes cuisses. Dernièrement, on a vu plusieurs véhicules que c'était bien cet aspect-là. Là, ici, c'est moins bien, mais l'espace pour les jambes, c'est excellent. Aussi, qu'est-ce qui est excellent? Qualité des matériaux à l'arrière, c'est exquis. Toutes des surfaces moussées, des surfaces souples, cuir. Dans la porte ici, très beau tissu. Donc, les haut-parleurs du système de son Bowers & Wilkins, qui est excellent, ils sont dissimulés. C'est super. Fait que, ici, d'un point de vue qualité, on n'a rien à dire. C'est merveilleux, c'est comme à l'avant, puis c'est justement là où on s'en va. Donc, je vais prendre place à l'avant du véhicule. Comme je vous ai dit à l'arrière, la qualité des matériaux ici, c'est super. Là, il y a un mix de textures, tissu, cuirette, cuir vegan, cuir durable, tu sais, du vrai cuir animal, mais durable. Aussi, panneaux de métal pour les haut-parleurs du système de son. C'est super parce que même si je me penche ici, puis je suis au plus bas de la porte, là où tout est en plastique dur, regardez, là, c'est des surfaces moussées, c'est vraiment intéressant au toucher. Fait que tu sais, ici, là, Polestar n'a pas lésiné sur la qualité d'assemblage et la qualité des matériaux. Le siège, il faut que je vous parle du siège. Honnêtement, on regarde le siège, là, on le sait que c'est un siège de Volvo. Puis ça, c'est un compliment parce que c'est littéralement dans les meilleurs de l'industrie pour le confort des passagers. Facile à ajuster. C'est sûr que certaines personnes vont trouver ça un peu bizarre, la genre de roulette ici, parce que si vous tournez ça ici, ça va être votre dossier. Puis ensuite, si vous voulez ajouter autre chose, vous devez appuyer une fois. Le mode change. Vous voyez dans l'écran quelque chose. Puis là, vous voyez, là, je peux ajuster le dossier ici, l'inclinaison, le support lombaire. Et même, je le fais une troisième fois, je peux gonfler le support latéral. Puis on peut le gonfler de façon très, très serrée. Ça va un peu là, avec le dynamisme de ce véhicule-là. Je voulais vous montrer quelque chose de particulier. Comme vous voyez ici sur l'étiquette, ça dit manufacturé, fabriqué par Polestar Performance, Made in China, en juillet 2024. Donc là, je soupçonne que ce véhicule de flotte de presse-là, dans le premier lot de production pour le Canada, avant que toute l'histoire des tarifs de 100% sur l'importation de véhicules électriques chinois se fasse, parce que pour l'Amérique du Nord, ces véhicules-là sont assemblés, comme je vous disais, en Caroline du Sud, dans la même usine que le Volvo EX90. Donc là, ici, c'est juste une petite anecdote, mais c'est un véhicule d'assemblage chinois et c'est impeccable. Au poste de pilotage du Polestar 3, et c'est là que la ressemblance avec le Volvo EX90 est la plus flagrante. Volant, levier de vitesse, clignotant, combiné d'instruments, écran central, c'est tout pareil. Ça augure vraiment bien pour une éventuelle revue défi 500 km du EX90, parce que vous savez, je suis une personne qui apprécie beaucoup les produits Volvo. Donc, j'ai vraiment hâte de voir tout cet agencement-là de composants dans une enveloppe Volvo. Concentrons-nous maintenant sur le Polestar. Il y a des éléments qui sont un peu bizarres dans ce véhicule-là. C'est les touches sur le volant. Je vais mettre le véhicule en marche avant. On pourrait penser que sur ces touches-là qui ne sont pas illuminées, on pourrait avoir volume et aussi le contrôle de la piste audio. C'est pas le cas. Tout se fait par ce bouton-là de volume qui est super beau. Mais lorsque vous utilisez les touches tactiles au volant,
il y a quelque chose qui se répète dans le combiné d'instruments. Donc, je passe mon doigt ici, puis on voit, là, vous pouvez changer la représentation graphique du combiné d'instruments. Ou vous pouvez utiliser le système main libre. Et de ce côté-là, c'est seulement lorsque vous avez le régulateur de vitesse en fonction que vous pourrez faire augmenter la vitesse, la diminuer. Donc ça, c'est un peu bizarre. Puis les autres touches, bien, elles sont invisibles, sont utilisées seulement lorsqu'on ajuste nos miroirs et le volant. Parlant du volant, prise en main exceptionnelle. Puis j'aime beaucoup qu'il est plat de ce côté-là, plat de ce côté-là, puis la branche est ronde. Facile de mettre ses pouces. C'est souple. C'est vraiment un véhicule dynamique, mais je vais réserver ça pour l'essai routier plus tard. Maintenant, l'écran central de ce véhicule-là, ça me fait beaucoup penser au produit Ford ici. Puis c'est bien là, parce que c'est vraiment rapide à utiliser. Évidemment, le système de navigation natif, c'est Google Maps. Vous connectez votre compte. Puis comme vous pouvez voir, là, plein de petites épingles que j'ai mis lors de mes divers voyages, c'est pas important. Mais ça fonctionne très bien. Planificateur de trajet excellent. Comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai juste mis une destination par hasard. Rimouski. Là, le véhicule est à 16 %. Mais regardez comment c'est bien fait. Les bornes de recharge. Là, on me dit d'utiliser Electrify Canada. Dans d'autres circonstances, j'utiliserai le réseau Tesla Supercharger ou le circuit électrique. Mais ça se fait très bien. Puis là, c'est une mauvaise traduction ici. Autonomie de 22 minutes, c'est plutôt recharge de 22 minutes. Mais voyez-vous, on part à 16 % de Montréal. On va arrêter 22 minutes, 29 minutes pour se rendre à Rimouski. À part de ça, qu'est-ce qu'on a là, dans l'interface centrale? Comme je vous dis, c'est assez simple. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a... Dans le fond, toutes les commandes du véhicule, c'est un peu comme une Tesla, là, sont toutes rassemblées ici. Là. On ne peut rien faire en dehors de ça, à part qu'ajuster les essuie-glaces. Donc, vous allez toujours revenir dans ce menu-là. Les paramètres du véhicule sont là, puis c'est là qu'il y a des choses intéressantes comme on peut configurer le véhicule comme on veut. Ça, c'est très intéressant. Si vous appuyez ici, puis le véhicule, les portes sont fermées, la suspension va surélever aux quatre coins. Puis là, vous allez avoir une très bonne garde au sol. Ça, c'est très intéressant. Vous pouvez évidemment, la motorisation peut être en mode performance. La suspension à l'air, elle peut être très ferme. En mode normal, c'est merveilleux. Sensibilité du volant et une vraie conduite à une pédale. Au mode normal, là, c'est arrêt complet. Faible, ça ressemble un peu à un ID4. Puis désactivé, évidemment, c'est un peu comme les Hyundai lorsqu'il est à 0. Sinon, pas grand-chose à dire. C'est très similaire à ce qu'on voit dans le Polestar 2 de point de vue d'interface. Je vous ai dit, système de son Bowers & Wilkins. C'est une salle de concert. C'est un excellent système de son. Rien à dire, extrêmement puissant. Ça vaut vraiment la peine souvent dans ces véhicules très chers-là. Autre point peut-être un petit peu négatif, là, beaucoup de véhicules maintenant, la boîte à gants, c'est un bouton logiciel. C'est le même cas, mais c'est un bon coffre à gants quand même. Puis pour aussi conclure l'intérieur de ce véhicule-là, bien, parlons encore des matériaux. Là, ici, regardez, là, ce panneau de bois-là, superbe. Tout le tableau de bord ici, là, on a une surface moussée. Là, regardez avec mon doigt, là, regardez comment c'est mou. C'est super, avec une vraie couture. Ici, là, le haut-parleur central du système de son a l'air d'un vaisseau spatial. C'est super, vraiment. Là. Puis peut-être que vous voyez mal dans la caméra, là, mais l'éclairage ambiant, c'est une petite fine ligne orange. Dans le noir, c'est de toute beauté. Et ce que j'aime aussi, c'est que les bouches d'aération, là, c'est manuel pour les ajuster. Donc, on n'a pas besoin de jouer à l'intérieur de l'interface du véhicule pour aller configurer là où les bouches d'aération vont aller. On ne fait que configurer sa température, mais le reste, là, on peut aligner l'air où est-ce qu'on veut. Ça, c'est super. Puis, je suis très content qu'on aille un combiné d'instruments. Souvent, les véhicules électriques vont tout regrouper dans l'écran pour sauver les coûts. Puis là, ici, ils les ont mis les deux. Quand le Polestar 3 est sorti, là, il y a 2 ans, je me disais « Ah, je suis pas sûr, 400 volts seulement, trop peu, trop tard peut-être. Ça va être dans les prix d'un Porsche Cayenne pour compétitionner ceux qui veulent des Porsche, VUS, OK. » Mais ça venait pas me chercher. Évidemment, évidemment, je passe la semaine avec, puis mon opinion a totalement changé. C'est un véhicule d'une grande qualité. C'est un véhicule qui est beaucoup plus dynamique que je croyais. Beaucoup plus sportif, mais quand même capable d'être confortable et d'être, comme on va dire en anglais, un daily driver. Là. Vous avez vu, on n'est pas encore rendu à la fin du défi 500 km, mais ça augure très bien à la date. C'est excellent. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Bien là, on va aller faire une petite balade plus dynamique que rouler sur l'autoroute 20. Puis je vais vous donner mes impressions de conduite. Donc, point de vue de puissance, 489 chevaux, 2 moteurs. Ce n'est pas la version performance, donc une version performance qui va encore plus loin. Parce que ce qui est intéressant du Polestar 3, c'est que lorsqu'on est en mode normal et on appuie à fond, il y a vraiment un bon petit délai sur le décollage. Le véhicule se déplace immédiatement que vous appuyez sur l'accélérateur, mais c'est beaucoup plus lent que vous pensez. Puis c'est vraiment fait pour pas que les pneus glissent. Donc on a vraiment une accélération douce,
Puis même là, les passagers que j'ai embarqués dans ce véhicule-là disaient « Oh, ouais, Alexandre, c'est puissant, mais l'accélération est douce. » Vraiment, là, pédale très bien calibrée, pédale de frein. Lorsqu'on passe au travers là, du freinage régénératif, on tombe dans le freinage friction, beaucoup de mordant. C'est un véhicule de 2564 kg. J'ai la fiche là, dans le coffre à gants, donc assez lourd. Mais un X90 sur la même plateforme, 2800 kg. Donc on est 300 kg plus léger. Là, ici, je vais mettre ça à fond. Oh, wow! Et voilà, on est à 100. Donc j'ai fait un genre de 30 km/h, 100 km/h, comme ça. Pas de son de moteur dans ce véhicule-là, pas de son artificiel. Puis ça rehausse l'expérience luxueuse. Parce que c'est ça que j'apprécie beaucoup du Polestar 3, c'est que c'est très sportif, mais c'est extrêmement luxueux en même temps. Puis les véhicules Porsche, ben c'est exactement ça la recette. C'est des véhicules super performants, l'ingénierie est impeccable, mais ça reste des véhicules bien assemblés, matériaux de qualité. C'est une clientèle là, qui recherche un produit vraiment exquis. Freinage régénératif ultra convaincant. Volvo, Polestar, là, ils ont compris comment ça fonctionnait, j'ai rien à dire. Vous allez vous rendre à l'arrêt, super facile à moduler. Point de vue de direction et aussi d'un point de vue là, de l'adhérence du véhicule, avec la suspension à l'air, lorsqu'on prend un virage, le véhicule est très stable. Évidemment, c'est ça l'avantage des suspensions adaptatives, qu'elles soient hydrauliques, qu'elles soient pneumatiques. On garde le véhicule là, parfaitement droit lors d'un virage. Puis aussi, ça rehausse le plaisir de conduire et la sensation que le véhicule colle à l'asphalte. Évidemment, dans des gros pneus pilotes Michelin sport comme ça, 295 à l'arrière, puis je pense que c'est 265 à l'avant, c'est de la grosse pneumatique. Donc, vous comprenez que lorsqu'on veut avoir une conduite un peu plus engagée, la traction est au rendez-vous, que ce soit sur chaussée sec ou chaussée mouillée. Et là, je vais juste me placer dans une voie où est-ce que je peux conduire adéquatement. Et voilà, là, à fond. Oh, c'est tellement doux, mais tellement puissant. Puis relativement silencieux. On a du bruit de vent en ce moment, mais là, c'est une journée venteuse aujourd'hui, mais véhicule très bien contrôlé. Tout en douceur. Les sièges, hein, on a une fonction massante. Là. Je vais juste me mettre mon massage ici. Clic. Combiné. Force 3, intensité 3. Puis là, c'est plein de petites... C'est plein de petits morceaux là, qui poussent dans votre dos. Je suis pas mal sûr que c'est des petites vessies là, remplies d'air, comprimées, puis ça va très vite. Mais super. Le fonctionnement des clignotants est un peu tannant. Là. Genre, si tu mets le clignotant qui reste allumé, là, après ça, il faut juste que tu fasses une micro-détente dessus pour l'annuler. Des fois, je me trompe. Ça, c'est pas extra, mais à part de ça, les contrôles, ça se passe très bien. On est à Electrify Canada à Saint-Hyacinthe. On est arrivé à 12 %. Puis on a parcouru une très, très longue distance. On a parcouru 428 km avec une consommation de 22,1 avant de recharger. Donc, c'est excellent. Puis on avait 50 km lorsqu'on est arrivé. Donc, un bon 450 km facile. Puis là, regardez la puissance, 188 kW, il rentre 500 ampères. Car Scanner n'est pas configurable, ce véhicule-là. Mais je sais là, éperdument qu'avec le voltage, l'approximatif de la batterie, on va chercher 500 ampères. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'aura pas besoin de charger beaucoup puisqu'on a 428 km de parcouru. J'avais approximativement calculé qu'à 25 % j'en aurais en masse pour terminer le défi 500 km avec, je vous rappelle, le 10 % de batterie. Mais à date, c'est assez impressionnant comme véhicule. Efficace, confortable et la batterie est immense. Donc, ça l'aide. Mettons que je vais vous montrer combien j'ai consommé. 94,6 kWh sur ce trajet-là, qui est le trajet que j'ai réinitialisé à partir de Montréal. L'écran est vraiment sale. Je vais vous l'essuyer. Là, vous voyez, là, 94,6. Puis, dans le fond, l'énergie, il n'y a pas grand-chose qui a été consommé, hein, à part la conduite. La batterie est grosse, donc elle peut prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, excusez-moi. Donc, au moins, ça, c'est bien. Mettons, j'enlève cet arrêt-là. Retirez l'arrêt. Ah, c'est ça. OK. On a 67 km à parcourir. On va arriver à 2 %. Donc, on va monter ça, là, genre à 10-12 %. Mettons 13 là, pour avoir un petit tampon. Puis, on va décoller. Donc, ça devrait vraiment pas être long. Et après seulement 6 minutes de recharge, nous voici déjà en route vers la fin du défi 500 km sur l'île de Montréal. On est allé chercher une puissance maximale de 192 kW. On a mis 19 kWh dans la batterie. Ça a coûté 11,58 $. C'était très rapide.
Très intéressant. C'était une petite affaire de rien. Hein? Je vous rappelle qu'on a fait là, autour de 430 km avant de recharger. Donc ça, c'est très, très excellent. Là, en dehors du Silverado AV, c'est la première fois que je fais plus de 400 km sur un premier segment de défi 500 km. Donc j'en suis très ravi. À date, le Polestar 3, c'est excellent. OK, on est au dernier kilomètre de ce défi 500 km, donc 495 calibré et la distance de 500 km officielle. Regardez la consommation, 22.1, vitesse moyenne 105. La pause que je vous avais annoncée, je l'ai prise à Saint-Apollinaire, c'était une pause de 13 minutes. Donc là, on va retrancher 13 minutes là, au temps final qu'on va franchir là, dans quelques instants, probablement à 10,55. Ouais. Donc là, il nous reste 700 mètres à faire dans les prochains 60 secondes, espérant que ça se fasse. On roule pas très vite, là, à 48 km/h derrière ce fabuleux Golf R. Et ça devrait bien aller. Non, pas très long, il nous reste 500 mètres. Et là, si on réussit à faire le dernier 300 mètres dans la minute, le temps total va être de 4h52. Ce qui est excellent sur cet itinéraire, surtout que c'était pas la vitesse moyenne la plus rapide aujourd'hui. Attention, attention, dernier 100 mètres. 495, 4h52 avec les déductions. C'est un excellent temps. Félicitations au Polestar 3. Donc, on retourne à la maison puis on s'en va faire le topo. Et nous voici maintenant à la conclusion du défi 500 km du Polestar 3. Double moteur, longue autonomie, tout ça. On a fait un temps là, avec les déductions là, de 4h52. Donc ça, c'est excellent là, sur le nouveau trajet Montréal-Québec sur l'autoroute 20. Si on regarde nos résultats globaux, comme vous voyez, le Silverado AV, c'est le plus rapide ce temps-là. Il n'y a pas eu de session de recharge. Ensuite, le Polestar 2 à 4h52 et le EV6 à 4h59. Puis ce qui est intéressant, c'est que le EV6 et le Polestar 2 sont allés recharger à la même station Electrify Canada. Juste une session de recharge de 6 minutes pour ce véhicule-là. Évidemment, c'est malade. Ce que je suppose, c'est que si j'avais roulé là, autour de 100 km/h, moins vite, donc la vitesse moyenne aurait été là, autour de 97-98, on aurait pu faire 500 km avec ce véhicule-là. Donc, vachement impressionnant ici côté autonomie. Je vous rappelle, là, dans la vidéo, vous l'avez vu, on a fait quoi? 430, 440 km avant de recharger, à 110 vitesse d'autoroute. C'est quelque chose. Fait que quand je vous disais au travers du vidéo que ça me fait penser un peu à un Macan EV, c'est pas mal ça que Polestar/Volvo ont fait. Puis ce que ça veut dire, ça, c'est que maintenant, il faut passer le Macan EV au défi 500 km parce qu'on ne saura jamais lequel est le meilleur entre les deux VUS électriques de luxe. Donc, si vous avez aimé ce défi 500 km, pensez à nous laisser un petit like, vous abonner à la chaîne, laissez-nous un commentaire. Et on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.